Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et suite à un commentaire de Natacha après mes deux vidéos sur les contes et l'exploration surtout de la conscience, du chemin de la conscience à travers le conte de Blanche-Neige, puis j'ai fait le conte de Petit Chaperon Rouge, et bien Natacha qui a vu les vidéos a proposé une exploration du conte de Cendrillon. Et j'ai pris grand plaisir à redécouvrir ce conte, alors à travers la dimension symbolique, mais aussi apporter le chemin d'évolution de notre conscience à travers le conte de Cendrillon. Donc comme je l'ai déjà expliqué, les contes, les légendes ont une dimension initiatique. Alors nous initier au monde, à aller vers le monde en ayant des codes moraux et de compréhension de ce monde, à la fois intérieur et extérieur, mais aussi toute une dimension initiatique pour notre conscience et qui est un travail d'initié à faire d'abord à l'intérieur pour le voir éclore ensuite à l'extérieur. Donc ça, c'est une perception beaucoup plus subtile de ces contes et que je vous invite à explorer et aussi à ouvrir votre perception pour vous-même après, décortiquer et percevoir ces contes sous un autre jour et ce que j'appelle la dimension verticale. Ce que j'appelle la dimension verticale, cette, euh, c'est cette floraison intérieure de votre propre graine de conscience afin d'ouvrir votre conscience à des dimensions beaucoup plus subtiles de perception et de compréhension de vous-même. Alors, le conte de Cendrillon, c'est un des contes qui a été le plus repris, adapté, sachant que les contes, ça vient de la tradition orale, donc il y a vraiment beaucoup de variantes qui existent. Mais nous, on connaît surtout grâce à Perrault, puis aux frères Grimm, des versions qui ont été mises à l'écrit et popularisées dans ces époques-là. Puis on a eu Walt Disney qui, en 1950, a présenté au monde la version dessin animé que l'on connaît tous grandement de Cendrillon, qui se rapproche beaucoup du conte de Perrault et qui en reprend les éléments. Donc c'est assez fidèle la version de Disney par rapport au conte de Perrault. Moi, je me souviens que dans mon enfance, j'avais vu celui de Disney, mais le dessin animé que j'ai le plus vu, c'est pas du tout un Disney. Je vais vous mettre la petite image, donc n'hésitez pas à me partager en commentaire, vous, comment est-ce que vous avez connu Cendrillon et à travers quel média, si c'était à travers un conte, un livre ou la version Disney ou même une autre version. Parce que moi, je sais qu'enfant, j'ai eu pas mal de dessins animés comme ça qui n'étaient pas Disney et qui m'a permis de découvrir l'œuvre autrement. Alors, pour commencer, Cendrillon dans le sens symbolique, déjà dans son nom, on entend le mot cendre. Et c'est pas un hasard, c'est parce que Cendrillon, c'est une jeune femme très belle. Et là encore une fois, la beauté vient de la vertu, de la beauté de son cœur, de la pureté de son cœur, et vraiment reliée à cette morale et cette beauté intérieure qui finalement ne fait que s'exprimer à l'extérieur. Et sa beauté extérieure témoigne de cette beauté qui est là immaculée. Et cette jeune femme se retrouve à devoir être en souillon. Donc il y a souvent ce mot qui est associé à Cendrillon, le mot souillon. Et il y a le mot cendre parce qu'en fait, elle s'occupe des cendres de la cheminée et dort souvent à côté du foyer de la cheminée et a souvent les fesses dans les cendres, assise dans les cendres, donc elle est couverte de cendres. Et si bien que dans la version de Perrault, à la base, elle s'appelle Cendron. Et, une des méchantes sœurs décide d'être un peu moins méchante que sa sœur. Donc au lieu de l'appeler Cendron, elle l'appelle Cendrillon. Mais on retrouve vraiment ce lien à la cendre, tout simplement parce que la cendre, c'est un élément de purification, notamment dans beaucoup de rituels spirituels, en alchimie, même dans la branche de religion, vraiment la cendre, c'est vraiment l'élément pour purifier. Donc on comprend que Cendrillon, c'est un conte initiatique de purification de l'être. Et on a toute la dimension aussi entre le plan de conscience et l'inconscience. Donc au lieu de parler du monde extérieur et du monde intérieur, on va parler aussi de l'inconscient et du plan conscient.
Et donc on va explorer différentes versions et voir en quoi elles nous apportent des éléments pour comprendre cette évolution de la conscience. Mais Cendrillon, globalement, comme fil rouge, on a cette voie initiatique des cendres, donc de toute la dimension de purification de l'être à l'intérieur, jusqu'au trône, jusqu'à son couronnement, jusqu'à son mariage avec le prince. Donc là encore, l'élément de mariage avec le prince représente sur la voie de la conscience de l'initié ce mariage entre cette dimension intérieure qui a été purifiée des cendres et donc le principe féminin, toute cette notre monde intérieur, donc la dimension des pensées, des émotions, tout ce qui vient en fait s'imprégner à l'intérieur de nous-mêmes et qui laisse des traces et que nous sommes invités, et il n'y a que nous qui peut faire ce travail de purification quotidienne pour avoir cet espace à l'intérieur qui reste immaculé afin de pouvoir justement rayonner et toucher le cristal en nous, le cœur de nous-mêmes, parce que ce qui nous empêche d'aller au cœur et d'être dans cet amour, mais pas l'amour amoureux, mais cet amour inconditionnel, dans cet amour de la vie, qui est la vie, tout simplement, c'est toutes les impressions qui viennent nous salir et finalement nous couper de notre vérité, de notre essence, et qui viennent finalement nous influencer à percevoir le monde à travers toutes les teintes de pensée et d'émotions, et qui nous coupent finalement de la beauté de la vie, de la poésie de la vie. Et donc c'est vraiment ce travail de purification, d'alchimie intérieure qui permet finalement de faire cette union avec le prince. Le prince, c'est le principe extérieur, c'est ce qui permet de mettre au monde, de rayonner dans le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Cendrillon va au bal, parce que le bal représente cette dimension solaire, ce plan de la conscience, où on passe de l'inconscience, où Cendrillon, elle est chez elle, elle nettoie, elle répare aussi beaucoup, elle fait beaucoup de couture, donc on voit qu'il y a de la réparation, de la purification à l'intérieur, jusqu'au moment où elle va au bal. Donc on passe au plan conscient de la mise en lumière, où elle rencontre le prince, qui est notre principe masculin extérieur, cette dimension solaire, et justement il y a cette reconnaissance pour ensuite, à la fin de l'histoire, qu'il y ait cette union entre nos deux principes, ce mariage, et d'enfin mettre au monde, mettre en lumière, de rayonner, c'est finalement notre principe féminin que l'on a appris à épurer et nettoyer pour qu'il soit le plus proche de ce cristal qui est en nous, qui nous compose. Et ce cristal, cette dimension cristalline du Christ, on le retrouve à travers la pantoufle de verre. La pantoufle de verre représente vraiment cette dimension cristalline de l'être, transparente, qui a fait tout ce travail d'épuration. Et d'ailleurs, on voit bien que la pantoufle, elle est au pied. Donc normalement, les pieds, c'est tout ce qui est relié à la terre, au chakra racine. Donc généralement, c'est une matière beaucoup plus rocheuse. Sauf que là, cette pierre, cet élément rocheuse, minéral, a été transmuté en cristal. Donc on voit toute la dimension alchimique quand même qui a opéré pour qu'à présent, au niveau de nos racines, ce ne soit plus l'élément rocheux opaque qui nous compose et qui nous maintient sur Terre, mais qu'on a sublimé notre essence en cristal. Et ça rappelle toute la dimension sur la voie de l'initié, de passer d'un corps carbone à un corps cristallin, et depuis la racine. Donc ça, dans Cendrillon, c'est un élément essentiel. Et d'ailleurs, on va voir ce moment du bal où elle va oublier une pantoufle de verre auprès du prince, et elle va revenir chez elle avec son autre pantoufle de verre. Donc on voit une séparation qui a lieu avec, dans le plan conscient, une première pantoufle de cristal, et dans le plan inconscient, une deuxième pantoufle. Donc on voit qu'il y a comme un pied dans le conscient, un pied dans l'inconscient, qui appelle à une réunion, parce que s'ils restent séparés, les pantoufles ne servent à rien, les chaussures ne servent à rien. Donc il y a besoin d'une réunion de ces deux plans pour permettre l'union, le mariage, et ensuite le fameux « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », c'est-à-dire une fois qu'on a marié ces deux principes en nous,
entre le masculin, le féminin, le solaire, le lunaire, l'extérieur, l'intérieur, le conscient et l'inconscient, eh bien on peut mettre au monde dans notre dimension la plus pure et enfanter le monde de cette beauté, de cette magie, de nos plus belles vertus. Et donc c'est vraiment ça dans le bal, cette perte de pantoufle entre le prince qui a une pantoufle et qui recherche eh bien, la personne, la princesse dont il est tombé amoureux qui portait cette pantoufle, eh bien c'est notre principe extérieur masculin qui a reconnu ce principe féminin en nous, qui a reconnu cette dimension intérieure, qui en a goûté son essence et qui est à présent invité à faire le grand retournement pour aller faire ce chemin intérieur, pour retrouver son essence féminine et lui apporter cette partie et faire cette union. Donc on voit bien que le prince, beaucoup décrit le rôle du prince comme quoi il ne servirait pas à grand chose, mais en fait le rôle du prince c'est le rôle du principe masculin, de notre partie consciente, de notre partie dans l'action, qui est invité à faire ce grand travail de retournement pour aller faire ce travail d'exploration, de reconnaissance intérieure et d'union avec notre intuition pour agir depuis ce plan intérieur, d'être guidé par le cœur, par notre essence féminine, notre dimension intuitive de l'être, et cet appel à marier ces deux parties-là pour se déployer dans le monde et devenir souverain et souveraine de son propre royaume et retrouver sa propre souveraineté et ne plus être esclave comme Cendrillon l'est, puisque Cendrillon a un rôle finalement d'esclave auprès de sa marâtre, de ses deux vilaines sœurs. Elle est esclave de son inconscient, parce que dans ce moment-là, quand elle est encore chez son père qui s'est remarié à cette vilaine marâtre et qui a ses deux vilaines sœurs, voilà, qui lui mène la vie dure et qui lui demande de faire ses tâches ménagères quotidiennement, eh bien elle est esclave de ses parties inconscientes qu'elle est amenée à nettoyer. Et donc là, il y a une forme de libération de l'être par la conscience, parce qu'on a conscientisé certaines choses et qu'on peut enfin être maître de notre royaume et on n'est plus esclave de ces parties inférieures que représentent les vilaines sœurs et la méchante marâtre. Donc dans les différentes parties, donc là j'ai surtout raconté la version de Cendrillon de Perrault et de Disney, mais ce qui est important de voir et pourquoi Cendrillon elle a invité à épurer. Pourquoi on pourrait se dire, oh la pauvre, elle est victime de cette méchante marâtre, de ces deux vilaines sœurs qui lui demandent tout le temps de faire ce nettoyage qu'elles ne font pas. Alors ça c'est intéressant parce qu'en effet, l'archétype de la méchante marâtre, de la belle-mère et de ces deux vilaines filles là qui passent leur temps finalement à être uniquement dans l'apparence, dans tout ce qui attire à l'extérieur, parce qu'elles passent leur temps à se regarder dans le miroir, à prendre soin d'elles à l'extérieur, dans les apparences, mais par contre, elles refusent de faire le nettoyage intérieur. Donc elles refusent de faire le nettoyage de chez elles, et elles donnent tout ce travail à Cendrillon qui, elle, fait ce nettoyage. Et justement, c'est parce qu'elle fait ce nettoyage que elle reste dans cette beauté et que sa beauté surpasse toutes les autres beautés. C'est parce que elle accepte, sans rechigner, de vraiment faire ce nettoyage-là, alors que les autres ne font pas ce nettoyage. C'est comme si elles refusaient de voir leur partie inconsciente et de travailler sur ces parties inconscientes, de nettoyer leurs pensées, nettoyer leurs émotions quotidiennement. Et finalement, c'est ce qui les rend si laides, c'est ce qui les rend si aigries, si vilaines. Et on voit comme ça cette différence entre les personnes qui font ce travail de nettoyage intérieur sur la voie initiatique, quitte à faire ressortir les cendres, à passer par cette épuration, cette calcination de l'être, parce que les cendres, être dans les cendres, ça veut dire qu'on a brûlé, qu'on a épuré et qu'on a calciné, laissé mourir des parties de soi-même qui sont souvent reliées à l'apparence. C'est pour ça que Cendrillon, elle a beaucoup de cendres tout autour d'elle, parce qu'en fait, ça pousse au travail intérieur, de se détourner de l'apparence pour vraiment plonger en nous-mêmes, dans cette intériorité,
pour toucher au cœur de l'être dans son essence. Alors que les vilaines sœurs, elles passent leur temps à être à la surface d'elles-mêmes et finalement, eh bien, ça les divise. D'ailleurs, elles sont deux sœurs, donc elles sont divisées. On voit bien qu'il y a une division, une séparation de l'être. Et par exemple, au bal, quand elles se sont apprêtées de leurs plus beaux vêtements, eh bien Cendrillon, c'est elle qui eh bien, les surpasse en beauté et surpasse tout le monde en beauté lors du bal, parce qu'en fait, le bal, ça représente vraiment eh bien, cette mise à jour dans le monde. On se montre au monde, ça y est, on dévoile au monde ce que l'on est. Et finalement, au bal, on se rend compte que Cendrillon, c'est la plus belle parce que c'est la seule à avoir fait ce travail intérieur initiatique, alors que tous les autres se sont simplement contentés eh bien, de mettre un costume, de prendre soin de leur apparence, de leur surface. Et donc finalement, quand on a quelqu'un qui surgit dans la pièce, qui, elle, a fait ce travail intérieur d'épuration, eh bien, on ne voit plus qu'elle, si bien que tous les regards sont tournés vers elle, parce que, en fait, le bal, c'est vraiment, on met en lumière les consciences. Donc forcément, eh bien, c'est la seule conscience qui a fait ce chemin d'épuration, donc c'est la seule conscience qui a ce rayonnement de pureté, de beauté, mais qui dépasse la définition qu'on a de la beauté dans le sens esthétique, si bien que même ces deux vilaines sœurs eh bien, ne peuvent que reconnaître cette beauté-là. Et comme je disais, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Cendrillon n'est pas forcément victime de sa situation. Ça ressort dans le conte de Perrault et dans le conte de Disney, mais dans une version italienne un peu antérieure qui s'appelle Ceneterola. Eh bien, la chatte cendrée, la Gatta Ceneterola, eh bien, dans cette version italienne, eh bien, on apprend que Cendrillon n'est pas forcément la Cendrillon innocente telle qu'elle est victime de tout ce manège, mais on comprend en fait que donc Cendrillon, il y a sa maman qui meurt, et elle se lie d'amitié, d'amour avec sa gouvernante qui prend soin d'elle. Mais son père, lui, qui est ce principe masculin coupé justement de cette relation avec son intériorité, avec son intuition, eh bien se laisse influencer, séduire par un féminin extérieur qui est une femme qui va être très méchante avec Cendrillon, et Cendrillon va souffrir de la situation et va en parler à sa gouvernante et lui dire tu sais, tu ferais tellement une bonne belle-mère pour moi, je suis tellement déçue que mon père se soit remarié avec cette femme si méchante. Et donc elle va mettre un peu dans la tête de la gouvernante qu'elle ferait une super belle-mère. Et la gouvernante, qui certes prend soin de Cendrillon, eh bien commence à établir un plan un peu machiavélique et met dans la tête de Cendrillon que ce serait bien de se débarrasser de cette nouvelle belle-mère en la tuant. Si bien que Cendrillon va être séduite par l'idée et va, à un moment où cette belle-mère va chercher un truc dans un coffre, refermer le coffre sur sa tête, ce qui va la tuer, lui couper la tête et la tuer sur le coup. Si bien que là on peut dire que Cendrillon a commis un meurtre et le père va se remarier finalement avec la gouvernante, et en fait on va apprendre que la gouvernante, bon, on pouvait flairer un peu le tuyau, qu'elle n'était pas si remplie de belles intentions, parce qu'en fait elle a eu une vie avant, bon ça c'est pas un problème, mais elle n'a pas dit toute la vérité sur qui elle était, et en fait ramène 6 filles qu'elle a eues de précédents mariages, et en ramenant ces 6 filles au château, eh bien ces 6 filles commencent à mener la vie dure à Cendrillon, et en fait on a cette gouvernante et ces 6 filles qui révèlent leur vrai visage, qui est encore plus méchante que la fameuse belle-mère qui était là avant, et dont elle a commandité quelque part le meurtre auprès de Cendrillon. Donc là, en fait, Cendrillon, elle a encore la vie 10 fois plus dure, et c'est là où elle est poussée par ses 6 nouvelles demi-sœurs à faire le ménage, à être la souillon de service, et à devoir faire tout ce travail de nettoyage. Et je trouve que dans cette version italienne, ça apporte un petit quelque chose. Alors un petit quelque chose un peu plus peut-être glauque dans la pureté que l'on voue à Cendrillon, mais en fait ça explique pourquoi Cendrillon est amenée à faire tout ce nettoyage. En fait, on comprend que c'est un nettoyage karmique, qu'elle est amenée à nettoyer le mal qu'elle a fait, puisque c'est quand même elle qui a poussé
a tué, qui a tué sa première belle-mère. Et on voit en fait toute la dimension symbolique, c'est-à-dire que on est invité à... En fait, la méchante belle-mère, c'est comme si Cendrillon voyait une partie d'elle qu'elle n'aimait pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit une partie de nous qu'on n'aime pas? Eh bien, on a tendance à soit la cacher, soit la mettre dans notre inconscient, soit la voir, mais la traiter en surface. Donc, en la voulant se débarrasser de cette partie d'elle, de cette partie disgracieuse d'elle-même, qu'elle percevait par sa belle-mère, eh bien, c'est comme si on veut se débarrasser de choses à la surface. C'est pour ça que quand elle meurt, la belle-mère, il n'y a que la tête qui est coupée. Parce qu'en fait, on coupe que le haut. Au lieu de couper, de se débarrasser, de faire ce nettoyage depuis la racine, eh bien, c'est comme si on se débarrassait du problème, mais en surface, que depuis le dessus, que si on nettoyait que la partie émergée de l'iceberg, mais qu'on n'allait pas dans notre partie inconsciente pour faire le nettoyage de cette partie de soi que l'on voit à travers eh bien, la méchanceté. Mais voilà, c'est comme si on faisait que le travail en surface. C'est pour ça que quand on se débarrasse d'un problème seulement à la surface, eh bien, il revient d'une autre manière et qu'on est invité de nouveau à le nettoyer, mais depuis la racine. C'est pour ça que la gouvernante eh bien, devient de nouveau une belle-mère méchante. C'est comme si, en fait, on indiquait à Cendrillon, bah là, tu as voulu te débarrasser de cette partie de toi, de ce problème seulement à la surface. Donc, il revient et là, tu vas être invité à aller vraiment faire ce travail, mais de nettoyage intérieur pour réparer et non plus seulement te contenter d'agir depuis la surface, depuis le plan conscient, mais vraiment faire ce travail depuis le plan inconscient de nettoyage. Donc, c'est pour ça qu'elle est invitée, dans un deuxième temps, eh bien, qu'elle est vouée à faire, à nettoyer, épurer et à travailler depuis la cheminée. C'est là où l'élément de la cheminée a toute son importance, mais qu'on retrouve dans l'ensemble des contes, puisqu'on parle de l'élément de la cendre. La cheminée, c'est vraiment le foyer d'où part le feu. Pour remonter le long de la cheminée, on passe d'un feu brûlant voilà, qui va se transformer en fumée. Donc, il y a toute une transformation alchimique de notre essence entre le feu et qui devient un élément aérien pour eh bien, s'unir dans l'éther. Donc on voit toute une transformation alchimique et le fait que le feu part du foyer pour ensuite monter tout le long de la cheminée et sortir à l'extérieur. La cheminée, elle est dans la maison à l'intérieur, donc ça représente toute la dimension intérieure. Le feu d'alchimie avec lequel on va travailler, le foyer. On retrouve aussi beaucoup ces alchimistes qui ont leur laboratoire sous terre dans des parties secrètes, mais la fumée, elle ressort à l'extérieur. Donc on retrouve cette dimension entre le plan inconscient, intérieur, où se retrouve notre foyer, notre feu sacré, et la partie beaucoup plus consciente, où on ressort eh bien, la fumée, la partie que l'on a alchimisée, qui a été transformée en quelque chose de beaucoup plus aérien, donc qui a été transformé et qui peut rejoindre une dimension d'unité vers le ciel. Donc on voit vraiment cette transformation intérieure que l'on est invité à faire, et Cendrillon est invité à retrouver ce feu depuis son foyer. Donc ce feu, on le retrouve dans tous les enseignements hindouistes au niveau de la Kundalini, de la force vitale que l'on retrouve à travers les chakras. C'est cette montée d'énergie entre notre chakra racine sacré, où se trouve vraiment ce feu qui nous anime depuis notre foyer, depuis nos racines, mais que l'on est invité à élever tout au long de notre être pour aller au niveau de notre chakra couronne. Donc on retrouve l'élément de la couronne, comment on passe des cendres qui sont dans la cheminée à la couronne qui est le haut de la cheminée, qui nous ouvre cette connexion vers le ciel qui est beaucoup plus éthérique, beaucoup plus aérienne. Donc Cendrillon, elle est invitée à faire ce chemin de retrouver ce feu dans le foyer et de faire toute cette montée initiatique de ce feu, de cette montée de Kundalini, et de l'épurer, tout ce travail d'épuration. Si bien que dans la version par exemple de Perrault, on l'appelle Cendron, parce qu'en fait, la cendre, comme elle est tout le temps assise à côté de la cheminée, eh bien, elle a la cendre qui colle au niveau des fesses
et c'est au niveau des fesses, au niveau de l'arrière du dos, du bas du dos, que se trouve le foyer de justement cette montée, cette force vitale que l'on appelle la Kundalini, et que l'on est invité à sublimer, à élever dans nos parties supérieures pour pas qu'elles nous consument. Donc c'est là où on va retrouver toute la notion reliée à la sexualité, à la force sexuelle. Mais là encore, ce n'est pas la sexualité telle qu'on l'entend sur le plan humain, c'est vraiment la sexualité dans la dimension de la voie initiatique. Parce que quand on parle de sexualité, vous en parlez à quelqu'un de lambda, il comprendra la sexualité, voilà, de personnes qui ont une relation sexuelle sur le plan physique, charnel. Mais quand on parle de sexualité à un initié, dans une dimension beaucoup plus spirituelle, eh bien on rentre avec cette dimension de créateur, que l'on devient nous-mêmes, qu'on intègre la dimension de créateur à notre échelle, entre notre dimension intérieure, que l'on apprend à nettoyer, à épurer pour devenir ce calice, ce Graal dans lequel nous sommes, eh bien on crée un espace de vide, mais qui est plein finalement, et dans lequel on se laisse ensemencer par, pénétrer même, par la dimension de l'esprit qui vient nous ensemencer, et on retrouve cette dimension de création à travers notamment par exemple Marie, qui vraiment est l'archétype de la créatrice, qui sait à partir d'elle-même, qui a appris, qui a été initiée vraiment au temple, à développer cette dimension de créatrice, puisqu'elle s'est laissée ensemencer par l'esprit et qu'elle a pu mettre au monde le Christ. Donc mettre au monde le Christ, c'est mettre au monde le cristal qui nous anime, parce que elle est restée vierge, immaculée. Mais dans ce terme vierge, immaculée, c'est tout ce travail d'alchimie intérieure, d'épuration quotidienne, des impressions mentales, émotionnelles, et de toujours garder cette pureté intérieure sans se laisser influencer par les courants extérieurs, si ce n'est garder le courant, le seul et unique courant du sens du déploiement, pour enfanter dans le monde le cristal qui nous anime dans sa dimension la plus pure, et donc enfanter le monde de notre amour, de nos intentions les plus pures, pour le spiritualiser, pour l'ensemencer et avoir été ensemencé et l'ensemencer à notre tour de joyaux, de cristaux. Donc on voit vraiment cette dimension reliée à la sexualité, mais qui est de l'ordre de la sexualité dans la dimension de création. Alors certains psychanalystes, encore une fois, on voit qu'il y a une certaine limitation de la compréhension psychanalytique, mais bon, c'est pas grave, ont perçu dans la pantoufle de verre la virginité. Alors je perçois, si on va dans la symbolique au-delà, en effet la pantoufle de verre exprime la virginité de l'être, c'est-à-dire avoir gardé son cristal pur. Donc c'est pas que la virginité sur le plan physique et sexuel est limitée, mais c'est la virginité intérieure, c'est-à-dire qu'on reste vierge à l'intérieur de toute impression, de toute mauvaise influence extérieure. D'ailleurs, on le voit quand Cendrillon elle va au bal, elle est tellement belle que tous les hommes la regardent et cherchent un petit peu à prendre de cette pureté. Mais c'est aussi pas que sur le plan sexuel, mais c'est quand on est un être pur, forcément on va attirer à nous des forces beaucoup plus involutives qui vont chercher à nous pervertir pour se nourrir de notre pureté, de notre cristal, parce que eux-mêmes n'ont pas fait le travail d'épuration. Et comme ils veulent se dédouaner de faire ce travail d'épuration parce que ce serait trop de souffrance de faire ce retournement, ce serait trop de souffrance de se détacher des apparences pour voir finalement la dimension intérieure à nettoyer, à voir leurs pensées si sales, leurs émotions si sales qu'ils sont eux-mêmes invités à se responsabiliser, ils préfèrent aller se nourrir à l'extérieur de la pureté et du cristal de l'autre. Donc c'est un peu ça qu'on ressent notamment au bal, quand tous les hommes essayent d'aller voir Cendrillon et ce sont le visage de personnes qui n'ont pas fait ce travail et refusent de faire le travail intérieur et préfèrent se nourrir de la lumière des autres. Donc là, on comprend toute la reliance en effet à l'aspect virginal que représente cette pantoufle, sauf que certains sont allés un peu trop loin dans la compréhension de cette pantoufle
en ont fait un élément qui représenterait un vagin. Bon, là, non. Là, on n'y est pas. Mais vraiment, on a cette dimension, oui, qui touche peut-être à la dimension sexuelle, mais qui touche davantage à notre capacité de création. Et pour créer dans le monde, il faut garder cette pureté intérieure, et bien tout simplement pour canaliser, être inspiré par les plus hautes sphères, les sphères les plus pures, pour qu'on traduise dans le monde ces essences depuis leur pureté, leur essence. Donc quand on met au monde voilà, ce cristal, ça veut dire qu'on met au monde cette transparence et que les gens, quand ils vont toucher cette création, ça va leur donner accès à leur propre dimension cristalline intérieure. Donc dans les versions de Cendrillon, on retrouve aussi l'élément de la fée. Donc la fée, c'est tout l'archétype de cette fée. Donc la fée, c'est celle qui fait, mais qui réussit justement à canaliser cette dimension cristalline, si bien que je vais vous donner un exemple avec un petit objet que j'ai. Je vais vous expliquer l'archétype de la fée avec ce petit objet que j'ai trouvé chez Truffaut, mais qui explique très très bien l'action d'une fée et comment c'est relié à notre dimension là encore intérieure et non pas que extérieure. Alors la fée, son rôle, c'est de réussir à canaliser les inspirations là encore de l'esprit. Donc, le soleil, on retrouve le soleil qui est ce cœur solaire d'unité mais aussi de rayonnement multiple que l'on peut attribuer à l'essence, au plan divin, parce que les fées, elles sont au service du divin, et les fées sont là pour matérialiser dans le monde de la matière l'esprit de l'unité divine. Donc on retrouve ce symbole du soleil. Ensuite, dans le deuxième passage, ce soleil a un visage. Donc on comprend qu'il y a une projection sur le plan humain, une descente dans la matière, dans le plan humain, et on doit toucher ce cristal. Donc là, on voit toute la dimension reliée au cristal, à ce Christ intérieur, mais ce cristal, il passe depuis le cœur, donc c'est depuis le cœur de notre être, et c'est ainsi que l'on peut mettre au monde à travers cette petite image de la fée là qui est dans une petite lune, parce que la lune, ça représente cette dimension intérieure féminine, et d'ailleurs on voit que la fée dans Cendrillon apparaît notamment la nuit. Donc on a toute cette reliance à notre dimension intérieure qui est appelée pour toucher à sa magie de l'être, mais la magie de l'être, c'est l'être qui sait spiritualiser, transformer, transmuter dans la matière, tout simplement en canalisant depuis sa dimension intérieure, depuis son cœur, depuis son Christ, cette dimension beaucoup plus subtile pour ensuite faire cette transformation dans la matière. Et on voit bien que les fées ont une baguette magique. La baguette magique, ça permet de diriger ces forces subtiles dans la matière et de devenir maître, de maîtriser. Ça symbolise la maîtrise des forces subtiles, énergétiques, éthériques, pour les faire descendre dans la matière et les matérialiser. Et c'est comme ça qu'on influence la matière depuis cette descente finalement des forces de l'esprit en nous d'abord, pour ensuite les mettre dans la matière. Et c'est ce qui s'appelle la maîtrise du verbe créateur, parce que le verbe créateur, c'est pas simplement émettre une parole, parce que les fées, elles disent souvent une formule magique, en même temps que diriger cette baguette qui donne une direction au verbe. La baguette magique, c'est ce qui permet de diriger le verbe, mais le verbe créateur ne peut avoir lieu que depuis un espace qui a été purifié intérieurement. En fait, le verbe créateur, associé aux fées, aux magiciens, en fait, c'est tout le travail de purification intérieure, de clarté intérieure, de vide, de silence. C'est une fois qu'on a vidé notre dimension mentale de toutes ces impressions, de toutes ces pensées, de toutes ces émotions qui influencent nos pensées, qui créent un brouillard intérieurement et qui nous empêchent finalement d'avoir une parole, la parole du verbe, une parole qui
qui est telle une flèche, qui touche en plein cœur, qui est juste, qui a une direction, et bien souvent on est brouillé dans la parole, on a du mal souvent à verbaliser les choses parce qu'en fait à l'intérieur ce n'est pas clair. Il y a toujours une dissociation entre ce que l'on pense et ce que l'on dit. Il y a toujours un décalage entre ce que l'on va dire et ce que l'on pense réellement. Et bien ça montre une séparation, un manque de clarté intérieure. Et la fée invite à cette clarté, à se refamiliariser avec ce verbe créateur, mais qui demande une clarté. Voilà tout ce travail encore d'épuration pour pouvoir diriger sa parole et pouvoir ensuite la matérialiser. C'est-à-dire, eh bien, que le faire soit en association avec l'être et que le faire, la dimension de la fée, c'est le faire, eh bien, soit une émanation de l'être. Donc, c'est tout l'appel de travailler sur l'être. C'est vraiment cette dimension de l'être qui va permettre eh bien, de faire ensuite. Donc, c'est cette harmonie entre l'être et le faire et pas être uniquement dans le faire et du coup, le faire qui est complètement déconnecté de l'intérieur, de l'être et qui finalement n'agit qu'en surface et du coup est coupé des forces divines, des forces de la nature, des forces beaucoup plus subtiles. Donc la fée, c'est vraiment l'initiatrice, celle qui vient initier Cendrillon à ce travail de l'être. Donc et on le voit notamment à travers tout le passage où elle va transformer les souris, les lézards, où elle va transformer la citrouille en carrosse, où elle va transformer Cendrillon qui est dans des haillons toutes sales. Elle va la transformer avec une belle robe, avec une belle coiffure. En fait, la fée, c'est celle qui a la science de la transformation entre l'être et le faire. Et que le faire, ce que l'on voit se matérialiser, soit une émanation de l'être. Et donc c'est elle qui invite à tout ce travail initiatique de transmutation aussi entre nos parties animales, puisque elle prend des animaux pour les transformer par exemple en laquais, en cochers, et on voit qu'il y a une ascension entre animal et humain. Donc on a une ascension de la conscience, donc la fée c'est celle aussi qui maîtrise cette dimension de transmutation entre le règne animal et l'humain, qui crée cette passerelle de sublimation, de sublimer nos dimensions animales, parce que par exemple, les animaux, ils vont pouvoir être humains que jusqu'à minuit. La citrouille, pareil, on transforme la citrouille en carrosse, donc là, on a encore une transmutation entre le végétal et quelque chose de beaucoup plus matériel qui devient une voiture pour conduire. Donc la voiture qui nous conduit jusqu'au bal, ça représente aussi tout ce qui porte la conscience, tout ce qui porte l'âme. C'est vraiment la... souvent on dit que la voiture, ça symbolise notre véhicule terrestre, comme le corps. Donc là, le carrosse, c'est le véhicule terrestre de Cendrillon qui porte sa conscience, son âme jusqu'au bal. Et on voit que tout ça, ça peut rester sublimé que dans la partie avant minuit, parce qu'après minuit, Cendrillon, elle doit rentrer, parce que sinon, tout ça, ça va redevenir des animaux, une citrouille. Donc, en fait, qu'est-ce qui est raconté dans ce passage-là par la fée? La fée nous explique que nous sommes invités à sublimer nos parties, on va dire, inférieures, parce que souvent, elle prend aussi des animaux qui sont tout petits pour les grandir. Donc, on est invité à sublimer ces parties animales, végétales en nous, et à les rendre conscientes. En fait, c'est comme si on était invité à passer de l'inconscient au conscient. C'est pour ça qu'on a toute cette partie du bal qui est avant minuit, où on a ce bal où on a beaucoup de doré, beaucoup de mise en lumière, où on se met au monde, on se présente au monde. C'est toute la partie en fait consciente de l'être. Ça y est, on va mettre au monde, mettre à jour. Donc c'est vraiment la partie consciente. Sauf que Cendrillon, elle doit rentrer avant minuit. Parce que après minuit, on retourne dans la partie inconsciente de l'être. Donc si elle reste au bal après minuit, eh bien ça veut dire qu'elle va revenir dans sa partie inconsciente, et que les animaux vont être mis à jour, que la citrouille va être mise à jour. Donc Cendrillon, elle doit encore, comme l'alchimiste, eh bien, travailler sa partie inconsciente dans la dimension intérieure.
dans ce regard intérieur, comme l'alchimiste qui est dans son laboratoire sous terre, caché, hermétique, avant de pouvoir mettre au monde ce travail-là. Donc Cendrillon, elle ok pour être au bal, voilà, dans cette partie consciente, mais à un moment, elle doit rentrer pour ne pas retomber dans sa partie inconsciente quand elle est dans le monde, quand elle est dans ce rapport avec les autres, quand elle est à l'extérieur. Faut pas qu'à l'extérieur, elle laisse aller cette partie inconsciente, cette partie animale, parce que sinon, c'est là où ça va lui jouer des tours, parce qu'elle doit encore travailler. Elle est encore invitée à faire ce travail intérieur. Et la suite de ce travail intérieur, eh bien, comme je l'ai dit, ça va être la réunion de son plan conscient, que représente le prince qui lui a gardé une pantoufle de verre, et sa partie intérieure inconsciente où Cendrillon, elle est encore en souillon, encore à faire le ménage avec son autre pantoufle de verre. En fait, il va être là le vrai travail final avant d'être montré au monde, puisque c'est le prince, donc le principe extérieur qui vient chercher Cendrillon chez elle pour lui remettre la pantoufle. Donc c'est tout ce travail de notre plan conscient extérieur qui fait ce retournement, cette introspection pour faire cette réunion, cette reconnaissance, pour ensuite offrir au monde cette partie de nous qui a fait le travail et qui a conscientisé nos parties inconscientes et du coup qui est en maîtrise de ces parties inconscientes et qui ne va pas agir envers les autres, dans le monde, depuis un espace inconscient, donc depuis un espace de pulsion, depuis un espace animal et qui serait du coup dans la non-maîtrise de ces parties-là. Donc c'est pour ça que Cendrillon est montrée au monde, au peuple, au royaume et va de chez elle, donc de cette dimension intérieure, chez le prince qui représente cette dimension consciente, une fois qu'elle a retrouvé ses deux pantoufles et qu'elle a retrouvé son prince. Parce que ça demande un mariage, parce que avant ça, si elle se montrait au monde après minuit dans sa partie inconsciente, eh bien ça voulait dire qu'elle était encore sous l'ordre de ses pulsions et qu'elle allait montrer encore ses impuretés qu'elle avait encore à travailler, parce que même si elle est très belle, elle a quand même encore un travail d'épuration à faire. Mais justement, ce qui en fait toute la beauté, c'est qu'elle est dans cette voie, dans cette volonté, dans cette dynamique de toujours nettoyer et épurer. Donc c'est pour ça que l'archétype de la fée, de la bonne marraine, de marraine la fée, d'ailleurs dans marraine, on entend marraine, celle qui permet au couronnement, et bien c'est vraiment tout ce travail intérieur auquel nous sommes invités nous-mêmes à intégrer l'archétype de la fée qui, elle, justement, arrive à avoir cette clarté intérieure, ce silence intérieur pour être dans la maîtrise du verbe créateur, pour pouvoir transmuter dans le monde. C'est vraiment l'initiatrice à la transmutation, à la transformation et surtout à savoir avoir une direction. Elle sait diriger les forces subtiles, les forces divines pour les diriger dans la matière et transformer, matérialiser dans la matière. Dans d'autres versions de Cendrillon, donc notamment dans la version italienne et des frères Grimm, on a Cendrillon qui n'a pas... Alors, dans la version italienne, on a Cendrillon qui a une fée, mais la fée vient d'un dattier. Donc, avant de rencontrer la fée de Sardaigne, elle a toute une initiation où son père, sur une île, doit apporter des cadeaux à ses 6 autres sœurs. Sauf que Cendrillon lui avait donné une recommandation. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était que s'il était perdu, il devait faire appel à la fée de Sardaigne. Et là, la fée de Sardaigne lui donne 4 éléments, notamment un noyau de dattier avec des gants, une pelle, un seau en or. Donc on voit qu'en fait, que le père doit remettre à Cendrillon et Cendrillon doit planter dans le sol ce semi-noyau de dattier. Et il y a toute cette dimension initiatique de mettre en terre pour ensuite voir se déployer un arbre. Donc on revient au fait de mettre en terre les racines pour ensuite se déployer vers le ciel. En plus, on a le dattier qui est vraiment cette douceur du fruit. Donc on a vraiment l'élément de douceur, relié au féminin. Et de ce dattier va sortir une fée qui va aider Cendrillon
ainsi que 2 tourterelles, 2 oiseaux qui vont l'accompagner. Alors je sais plus si c'est des tourterelles, mais en tout cas il y a des oiseaux dans cette version et qui vont aider Cendrillon notamment à trouver une belle robe qui va l'aider pour le bal. Donc on a la dimension de l'arbre qui est offert. Donc l'arbre c'est vraiment encore une fois un gros symbole dans la voie initiatique, puis c'est vraiment les racines du sol qu'on va ensuite retrouver à travers l'unité du tronc. Donc des racines multiples, on retourne dans l'unité pour ensuite se déployer, s'ouvrir vers le ciel. Donc il y a toute cette remontée des racines jusqu'au ciel qu'on retrouve à travers notamment la cheminée, comme je l'ai déjà dit, du foyer de la cheminée qui va ensuite devenir de la fumée pour s'offrir au ciel et retourner dans l'unité du ciel. Donc toute cette transformation de la terre jusqu'au ciel, ce mouvement de la conscience aussi entre nos centres inférieurs et nos centres supérieurs. Et dans la version des frères Grimm, qui est un peu différente, on a Cendrillon dont la mère est morte. Et en fait, c'est sur la tombe de sa mère que va pousser un arbre. Et sur cet arbre, il va y avoir des tourterelles qui vont l'aider, qui vont l'accompagner. Et Cendrillon va aller prier cet arbre. Donc il y a vraiment cette reliance de prière, de communion avec l'arbre. Là encore, entre aussi cette mère qui est morte, donc qui a quitté le monde de la matière et qui s'est retransformée. Donc on voit une transmutation quelque part. Et cette reliance au monde subtil, puisque cette maman, finalement, elle garde cette empreinte maternelle qui va l'accompagner depuis l'autre monde. Donc on comprend qu'il y avait une présence de l'ordre relationnel sur le plan physique de cette maman qui va mourir, mais qui va continuer à l'accompagner. Donc on a une reliance beaucoup qui passe du monde physique au monde subtil. Donc encore, on a ce mouvement entre la terre et le ciel. Et là, on a ces tourterelles qui vont accompagner Cendrillon, là encore, à trouver une belle robe et à faire ce chemin initiatique. Donc on voit encore qu'il y a cette initiation d'élévation de conscience là à travers l'arbre. Et à la fin de Cendrillon, alors il y a des versions qui changent. Il y a une version chez Perrault notamment où Cendrillon va pardonner à ses sœurs d'avoir été si méchantes. Donc c'est un peu comme si on pardonnait à ces parties de nous-mêmes qui étaient déconnectées de nous et qui agissaient depuis un plan inconscient, depuis un plan de méchanceté, depuis un plan de surface. Comme si on apprenait à pardonner ces parties de nous-mêmes pour les réintégrer, pour finalement pour créer une forme de rédemption. Et si bien que par exemple dans la version de Perrault, Cendrillon, et aussi dans la version italienne, Cendrillon invite ses sœurs à venir au royaume du prince où elle s'est mariée pour les marier à son tour à d'autres seigneurs. Donc on voit qu'il y a une réhabilitation de ces parties de soi dans notre intérieur pour de nouveau les sublimer. Donc c'est comme si on avait, une fois qu'on avait su marier notre partie consciente du principe masculin à notre partie beaucoup plus inconsciente intérieure du principe féminin, une fois qu'on a fait ce mariage, eh bien on était apte finalement à sublimer tout ce qui nous entoure. Donc là par exemple Cendrillon sublime ces vilaines sœurs qui étaient si laides finalement du fait de ne pas avoir fait le travail intérieur. Eh bien Cendrillon, maintenant qu'elle a fait ce mariage et cette sublimation intérieure, est en capacité de tout sublimer autour d'elle et finalement de mettre en lumière même ce qu'il y a de plus laid à l'extérieur. Elle a développé cette capacité, ce regard de pouvoir tout mettre en lumière et de percevoir la lumière, de percevoir au-delà des voiles et finalement de révéler cette lumière à tous les êtres qui l'entourent. Ça devient un peu une sorte de pouvoir, de magie, de révéler cette lumière de l'être. Et d'ailleurs, c'est ce que tous les initiés qui ont fait ce travail d'épuration sur leur part d'ombre, et bien après ça, ils ne sont plus dans le jugement extérieur des autres quand ils les voient encore dans leurs ombres ou encore dissociés de leur être. Au contraire, comme ils ont appris à épurer ça en eux, eh bien ils ont une sorte de développer une compassion déjà envers eux-mêmes pour faire ce travail alchimique, mais du coup ont développé une compassion envers l'extérieur et donc ils ont ce regard d'amour qui va au-delà des voiles de l'apparence, parce que souvent quand on voit des gens méchants dans une forme de superficialité, en superficie de leur être, on peut tomber dans le jugement. Et là le but c'est que quand on a fait ce chemin initiatique, eh bien on perçoit au-delà des apparences
Donc on ne se laisse plus retomber en tant que juge des apparences, mais au contraire, on a ce pouvoir de percevoir la lumière chez l'autre et de lui rappeler et de lui renvoyer pour l'aider lui-même à se voir au-delà des apparences dans lesquelles il s'est enfermé. Dans l'autre version des frères Grimm, on est dans une version un peu plus dure, mais que je trouve tout aussi intéressante. Les vilaines sœurs, à la fin, quand Cendrillon, quand il y a tout ce passage où le prince veut faire essayer la chaussure à plein de jeunes filles, eh bien les deux vilaines sœurs, on connaît, elles essayent les chaussures, on sait que ça leur va pas, sauf que dans la version des frères Grimm, eh bien la première sœur essaye la chaussure, où sa mère, donc la belle-mère de Cendrillon, lui dit non, force, allez, coupe-toi un orteil. Donc on voit que ces vilaines sœurs qui n'ont pas fait ce travail de purification, pour pouvoir entrer dans cette pureté de la chaussure, du cristal, eh bien doivent sacrifier une partie d'elles-mêmes, une partie de leur racine, de cette racine qui a été putrifiée finalement, eh bien sont appelées à sacrifier une partie d'elles-mêmes, quitte à se scouper, quitte à faire une saignée, parce que le pied saigne, et ça rappelle la dimension de la saignée qui était, souvent au Moyen-Âge, on se saignait pour épurer, pour que le sang s'écoule et épurer le corps. Donc on voit que là, elles sont appelées à une purification, mais très violente, parce que finalement, elles n'ont pas fait ce travail avant. Donc là, quand on ne fait pas le travail, ça nous revient souvent, le travail, au bout d'un moment, il est obligatoire, mais va être beaucoup plus violent à faire, donc passe par une sorte de violence là, et de sacrifice. On est obligé de sacrifier des parties de soi-même pour pouvoir toucher à ce cristal, toucher à cette pureté que symbolise Cendrillon. La deuxième sœur, elle, pareil, le pied rentre pas, elle va se couper le talon. Donc là encore, elle est appelée à sacrifier une partie d'elle si elle veut toucher à cette pureté de l'être. Donc, et encore, là, elle va saigner, donc on retrouve cette dimension de purifier par le sang. Après ça, Cendrillon fait son bal, les deux sœurs sont là, et il y a la version des frères Grimm où les tourterelles du coup qui accompagnaient Cendrillon dans toute son initiation, qui jouait le rôle de bonne fée, vont crever un œil de chacune des sœurs. Donc on voit que en fait le fait d'être toujours à la surface de soi dans les apparences les a rendues aveugles, et que du coup en les rendant aveugles, dans un premier temps d'un premier œil, puis ensuite dans l'histoire, il y a la deuxième tourterelle vient crever le deuxième œil, donc elles deviennent complètement aveugles. Et bien le fait de devenir aveugle, de ne plus pouvoir se refléter, de ne plus pouvoir se reconnaître à la surface et être dépendante de la surface de soi, du miroir, du reflet de l'extérieur, oblige les deux sœurs, en perdant la vue, à aller retrouver leur vision intérieure et à enfin faire ce travail alchimique en soi. De plus être tout le temps sur l'extérieur, uniquement dans cette vue extérieure, mais d'enfin, elles sont invitées. Donc en fait, on pourrait dire « Oh, c'est violent », mais en fait, non. C'est la vie qui invite, par cette expérience, à retrouver cette vision intérieure et enfin aller se voir de l'intérieur pour enfin se faire ce travail d'épuration et de travail alchimique. Donc c'est une belle invitation qui est proposée, qui paraît un peu gore comme ça, mais si on va dans le sens initiatique, c'est vraiment ça qui est invité et proposé à ces deux sœurs. Dans la version dont s'est inspiré les frères Grimm, dans la version beaucoup plus orale, ces deux sœurs étaient invitées au bal et Cendrillon les punissait. Enfin, pas vraiment punir, puisqu'en fait, elles récoltent le karma qu'elles ont, comme elles n'ont pas fait le travail, c'est finalement la conséquence du travail qu'elles n'ont pas fait. On chauffe des chaussures en fer au feu. Ça, j'en avais déjà parlé dans Blanche-Neige, mais c'est un élément qui revient souvent. Et ces chaussures qui ont été chauffées au feu deviennent brûlantes, et on les met aux pieds des sœurs, et elles sont vouées à aller danser éternellement avec ces chaussures. Et du coup, elles en meurent. Donc on voit à quel point le fer qui n'a pas été transmuté, parce que le fer pour le fer, comme j'ai dit, c'est celui qui n'est pas dans la dimension de la fée. La fée, elle est dans la dimension du fer, mais à partir de l'être, à partir du cristal, à partir de cette connexion aux forces divines, aux forces subtiles. Donc la fée, c'est celle qui fait depuis cette dimension de l'être. Les deux vilaines sœurs, c'est celles qui font, qui sont dans le fer, sans avoir jamais fait ce retournement intérieur depuis l'être.
Donc c'est pour ça qu'elles sont condamnées dans des chaussures en fer brûlantes. Elles sont condamnées dans le fer qui les consume, dans ce feu qui est resté dans les plans inférieurs et qui vient les brûler dans ces racines qu'elles n'ont pas épurées. Donc c'est un peu comme ces racines de l'arbre qui sont jamais montées vers le ciel et qui font que brûler. C'était comme si elles restaient dans le foyer de la cheminée et qu'elles avaient bouché le haut de la cheminée et du coup que ce feu allait les asphyxier. Elles sont finalement consumées par ce feu qu'elles n'ont pas su sublimer, par ce foyer qu'elles n'ont pas su retrouver pour ensuite l'élever. Donc on voit qu'elles n'ont pas du tout fait, elles récoltent les conséquences du travail qu'elles n'ont pas fait et le fait d'être restées comme ça en surface d'elles-mêmes dans les apparences. Donc ça nous apprend à quel point rester dans le monde des apparences nous consume, nous perd et éteint notre flamme intérieure. Donc voilà, ça c'est pour les éléments. C'est un peu tout, mais on a vraiment ce chemin de la conscience, ce chemin d'épuration et d'élévation et de sublimation qui est là. Et je trouve que c'est très beau. Voilà, je vous ai donné pas mal d'indices, de mise en lumière à travers la conscience. Après, je vous invite à faire vos propres recherches, à lire vous-même les contes et à développer ce sens d'exploration au-delà, dans le symbolisme mais aussi dans le mouvement de la conscience, parce qu'il y a le symbole, mais le symbole, au-delà d'être juste un symbole physique, c'est un portail pour ouvrir un mouvement intérieur. Donc le symbole, c'est plus que quelque chose de physique, ça crée tout un mouvement intérieur et c'est ce mouvement-là que j'avais envie d'explorer avec vous et que je vous invite à initier dans votre vie, parce que ça ouvre vraiment au mouvement de la conscience et à ce mouvement aussi de l'initié qui, j'aime cette image, part de la graine, de ce programme qui est à l'intérieur de lui-même et qu'il est invité à ouvrir, à conscientiser et à développer et à en offrir le parfum dans le monde. Et c'est ça que racontent la plupart des contes et c'est ça le chemin, le mouvement auquel nous s'initient la plupart des contes. Et le fait de les lire sur un premier plan de l'histoire, ça vient nous travailler dans l'émotionnel, dans l'identification. Mais après, quand on le relit à travers le mouvement, eh bien, ça nous invite nous-mêmes à faire tout un mouvement entre notre inconscient et notre conscient, entre notre plan inconscient et notre plan conscient, et finalement à toute une mise à jour intérieure et toute une mise à jour initiatique. Donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez d'autres éléments à partager, si vous avez des petites anecdotes sur Cendrillon et notamment si vous avez d'autres idées de contes à explorer et qu'on pourra partager et que l'on pourra explorer la prochaine fois en vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.